Bonjour à tous. C'est un des éléments les plus emblématiques de la Première Guerre mondiale. Les tranchées creusées dès les premiers mois du conflit ont abrité les combattants pendant près de 4 ans. Des Vosges à la mer, elles s'étendaient sur 700 km. Pourquoi ce système de défense, vieux comme la guerre, a-t-il pris lors du premier conflit mondial des proportions gigantesques? Comment était-il organisé et comment les soldats ont-ils tenu dans la boue, le froid, avec parfois la faim au ventre et la menace perpétuelle d'une attaque ennemie? Questions auxquelles nous allons répondre en compagnie de notre invité, François Cochet, professeur émérite de l'Université de Lorraine et spécialiste de l'expérience combattante pour la période contemporaine du 19e à nos jours. François Cochet, bonjour. Bonjour. Comme je le disais, vous êtes historien, professeur agrégé, aujourd'hui professeur émérite de l'Université de Lorraine-Metz et vous êtes un spécialiste donc de l'expérience combattante et de la mémoire des guerres. Vous êtes l'auteur de très nombreuses publications et notamment sur le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Je peux citer Une histoire de l'armée française 1914-1918, écrit avec Rémi Porte et paru chez Taillandier en 2017. 1914-1918, fin d'un monde, début d'un siècle chez Perrin en 2014, puis reparu chez Tempus en 2017, ainsi qu'un dictionnaire de la Grande Guerre, toujours avec Rémi Porte, chez Robert Laffont, réédité en 2013 dans la collection Bouquins. Mais vous êtes également président du conseil scientifique du mémorial de Verdun et président de l'université d'été du musée de la Grande Guerre de Meaux. Et justement, dans ce musée, vous avez dirigé l'année dernière une très belle exposition consacrée aux tranchées. Nous y venons enfin. Donc ces fameuses tranchées, je disais, sont indissociables de la guerre dans notre esprit de la Grande Guerre, mais en réalité, vous allez nous expliquer, elles sont vieilles comme la guerre, ces tranchées. Elles sont vieilles comme la guerre, oui, effectivement. La polyersétique médiévale et antique le montre. C'est-à-dire que pour s'emparer d'une ville au Moyen-Âge ou dans l'Antiquité, la technique favorite consistait à creuser effectivement des tranchées de plus en plus proches des murailles et ensuite à creuser sous la muraille pour les faire s'effondrer. Donc, il y a une préhistoire de la tranchée, il y a une proto-histoire aussi de la tranchée de guerre, notamment au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, puisque on constate que à partir de l'invention de la poudre et des armes à feu, le réflexe pour s'emparer encore d'une ville, notamment, va consister à creuser des tranchées pour se protéger du feu ennemi. C'est déjà le cas dans le siège d'Arras au XVIIe siècle, où s'illustre d'Artagnan, et ça va être encore plus le cas dans les conflits du second XIXe siècle, où là, la puissance de feu des armes réglementaires, fusils, mais aussi artillerie, a décuplé, pratiquement, et où donc la tranchée va être un réflexe, va consister à être un réflexe de survie en quelque sorte face à la puissance de feu. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans une tranchée utilitaire pour le siège, mais vraiment... On est dans une tranchée défensive. Défensive sur le champ de bataille directement. Sur le champ de bataille directement. Alors il y a des exemples fameux, notamment déjà pendant la guerre de Crimée, en 1852-54, mais plus encore pendant la guerre civile états-unienne entre les nordistes et les sudistes, où on commence à voir se mettre en place un binôme que l'on va retrouver complètement dans la Grande Guerre, à savoir la tranchée, mais aussi la mitrailleuse, les premiers exemplaires de mitrailleuses, qui vont être capables d'arrêter une charge ennemie en quelques rafales de tirs croisés. On a l'exemple de la bataille de Cold Harbor, où les nordistes sont laminés en quelques minutes par les sudistes qui sont protégés dans des tranchées. On a aussi de très beaux exemples d'utilisation de tranchées pendant la guerre franco-prussienne de 1870 jusqu'à février 71, ou notamment pendant la bataille de Gravelotte-Saint-Privat, vous avez une unité française protégée dans une tranchée qui va effectivement détruire une partie de la garde impériale allemande qui, elle, monte à l'assaut. Les exemples ensuite les plus fameux de l'utilisation proto-historique, je dirais, de la tranchée avant la Grande Guerre, c'est aussi bien entendu la guerre russo-japonaise de 1904-1905. À Port-Arthur, vous avez effectivement tout le système défensif que l'on va trouver pendant la Grande Guerre, à ceci près que c'est sur un front limité de quelques kilomètres linéaires, alors que dans la Grande Guerre, ce sera un front continu de pratiquement 750 km. Mais vous avez déjà un trinôme, cette fois, qui est en place à Port-Arthur, ou dans d'autres combats de la guerre russo-japonaise, la tranchée, mais aussi maintenant le barbelé,
positionné en avant de ses propres tranchées pour empêcher le fantassin adverse de monter à l'assaut. Et puis, bien entendu, les feux de mitrailleuses croisées, qui peuvent, encore une fois, détruire en quelques minutes des bataillons entiers. Dernier exemple, avant la Grande Guerre, ce sont les guerres balkaniques de 1912-1913, où effectivement, là, vous avez encore une fois ce trinôme qui est en place. Donc, il y a un avant-Grande Guerre. La nouveauté, vraiment, de la Grande Guerre, c'est que c'est la distance, le périmètre occupé par ces tranchées, puisque sur le front occidental, vous avez un système, ce que j'appelle le système tranché, on va voir pourquoi, de plus en plus complexe, qui s'installe des Vosges à la mer du Nord, continuellement, qu'on ne retrouve pas sur le front oriental, où la densité de feu étant moindre et les espaces à couvrir étant beaucoup plus vastes, on n'a pas un système tranché aussi développé. Vous avez donc l'ampleur du phénomène, qui est une nouveauté absolue, et vous avez une véritable guerre de siège en plein air. C'est-à-dire que c'est la reprise de techniques quasiment médiévales, mais adaptées à l'armurerie du XXe siècle, du début du XXe siècle, et notamment la puissance de feu de l'artillerie. C'est aussi d'ailleurs pour ça que ce système tranché va s'installer. C'est parce que sur le front occidental, qui se bat en fait ? Les puissances de la révolution industrielle. Oui. La France, l'Allemagne, l'Angleterre, même la Russie a connu une mutation industrielle. Et vous avez en quelque sorte un équilibre de puissance de feu notamment. On peut dire que le 75 français est certes meilleur que le 77 allemand, mais le 77 allemand fait à peu près le même type de dégâts. Et les artilleries lourdes aussi. Donc face à une sphère technique qui s'équilibre, avec des artilleries et des puissances de feu d'infanterie qui s'équilibrent également, le réflexe très naturel dès les premiers combats, c'est de creuser. C'est de creuser le sol, d'abord par des trous individuels, puis ensuite des trous qui se relient entre eux. Vous parlez de réflexe, effectivement, on a un réflexe qui peut être de creuser, pour se protéger. Pour se protéger. Mais les tranchées sont également prévues dans le règlement militaire. Tout à fait. Alors, elles sont prévues aussi bien en France qu'en Angleterre ou qu'en Allemagne, mais avec des convictions qui sont quand même un peu différentes. Les observateurs militaires, qu'ils soient allemands ou français par exemple, ont observé justement fort pertinemment la guerre russo-japonaise de 1904-1905. Ils ont vu ce trinôme infernal, tranché, barbelé et mitrailleuse. Mais ce qu'il y a d'intéressant, culturellement notamment, c'est qu'ils n'en ont pas tiré du tout les mêmes conclusions. Pour les Allemands, ils ont tiré la conclusion qu'il fallait apprendre le plus rapidement possible aux simples soldats à creuser effectivement des éléments défensifs de campagne, c'est-à-dire la tranchée, pour se protéger, pour protéger du feu adverse. Les Français n'ont pas tiré la même conclusion du tout. Il faut se souvenir que à partir de la guerre russo-japonaise et encore dans les années 1910-1913, règne en maîtresse quasi absolue, il y a quelques contestataires de cette doctrine, mais c'est ce qu'on appelle la doctrine de la volonté, qu'on traduit fort médiocrement par la notion d'offensive à outrance. Ouais. C'est pas l'offensive à outrance qui est prônée par les jeunes Turcs de l'école de guerre, c'est la question de l'école de la volonté. C'est-à-dire qu'on tire de la puissance de feu observée en 1904-1905, on en tire la conclusion que des soldats bien entraînés peuvent aller au-delà du feu meurtrier. Ouais. Qu'avec la mise en place d'une volonté sans faille, une volonté de faire, la volonté l'emporte en quelque sorte sur la puissance de feu. Donc, ça paraît pas très réaliste. Point n'est besoin de trancher dans ce cas-là, ouais. Puisque c'est la notion de bond en avant successif. Il est besoin de trancher, mais pas d'une manière aussi complète, complexe, que dans la pensée allemande. Ceci dit, quand vous prenez les manuels, notamment d'officiers du génie, les manuels d'emploi d'officiers du génie français de 1913, tout est prévu pour creuser des tranchées. Alors, oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des schémas de prévu ? Il y a des schémas très précis. Oui. Combien de temps faut-il à un soldat équipé de son outil portatif pour creuser une tranchée pour tireur à genoux, pour tireur debout, etc. Tout est prévu. Mais il n'empêche
qu'à la différence de la pensée allemande, pardon, il y a effectivement une sorte de conviction que la volonté peut passer outre à la puissance de feu. Alors quelques-uns contestent cette vision. Lorzac est un de ceux-là. Pétain aussi, dans ses cours d'infanterie à l'école de guerre, mais plus modestement qu'on ne le dit. Il ne remet pas en question, si vous voulez, cette notion du bond en avant de la volonté. Alors quelle est cette tranchée type? Vous avez parlé de tireur à genoux, tireur debout, du parapet. Est-ce que ça prévoit également la tranchée lieu de vie? Alors non, dans un premier temps, ce qu'on appelle la fortification de campagne, en langage militaire officiel, est un lieu de combat. C'est au fur et à mesure que la guerre s'installe, qu'elle dure, que ce que j'appelle le système tranché va se complexifier, avec des tranchées de première ligne, des tranchées de deuxième ligne, des tranchées de troisième ligne, parfois des tranchées de quatrième, voire de cinquième ligne, le tout relié par des boyaux. C'est-à-dire, le boyau, c'est un élément creusé dans le sol, mais qui n'est pas destiné à la défense ou au combat, qui est destiné à relier, à monter aux premières lignes via les deuxième ou troisième lignes. Le boyau en zigzag? Absolument. Pourquoi le zigzag? Parce qu'il s'agit d'empêcher des tirs d'enfilade. Il s'agit d'empêcher le plus possible également l'action des éclats d'obus. Parce qu'on sait que durant la Grande Guerre, c'est la grosse différence avec la guerre de 70, alors qu'en 70, vous aviez à peu près 65% des tués qui l'étaient par balle. Dans la Grande Guerre, c'est 75% des tués qui le sont par éclat d'obus. Donc c'est bien le règne, si vous voulez, de l'artillerie à tout crin. Alors après, donc ces tranchées spontanées, si je puis dire, des premières semaines, à quel moment en 14 est donné l'ordre de creuser? Alors les ordres sont immédiats. Pendant la première bataille de la Marne autour de Meaux, déjà, il y a des tranchées de creuset. Fin août, début septembre, il y a déjà des tranchées. Maurice Genevoix décrit très bien les tranchées qu'il fait creuser à sa section dès la fin du mois de septembre 1914. Donc, si vous voulez, dès les débuts de la guerre, il y a effectivement présence physique des tranchées simples dans un premier temps, c'est-à-dire des tranchées qui consistent à se battre sur la première ligne, sur la zone de contact avec l'ennemi, et au fur et à mesure que le front se fige, et le front se fige surtout après l'échec de ce qu'on appelle la course à la mer, au mois d'octobre 1914, où là le front est, comme je l'ai dit déjà, verrouillé littéralement des Vosges à la mer du Nord, et où il n'y a plus aucune possibilité tactique, ni aucune possibilité stratégique, puisque c'est un système étanche. Le système tranché, c'est un système qui est totalement verrouillé. Alors, ma question c'est qui creuse? Parce Tout le monde. N'importe qui fait un peu de jardinage sait combien c'est difficile de creuser ne serait-ce que 40 cm avec des racines et des cailloux. Tout le monde creuse. Oui, tout le monde creuse. L'outillage portatif réglementaire prévoit déjà une pelle portative et des pioches portatives portées directement sur le sac à dos. C'est vrai aussi bien en Allemagne qu'en France. Mais rapidement, on distribue des outils collectifs, des pelles, des pioches, etc., mais de taille plus conséquente. Donc effectivement, le réflexe va consister à prévoir un système qui soit de plus en plus complexe, puisque dans un premier temps, comme je l'ai dit, on se défend sur la première ligne, mais rapidement, on va comprendre... Alors ça dépend bien entendu du terrain et de la distance qui sépare les ennemis, mais on va comprendre que la première ligne attire les obus de l'adversaire, et donc on a intérêt à dégarnir le plus possible la première ligne pour se défendre en profondeur, pour se défendre sur les deuxième voire troisième lignes. Ce sera officialisé comme système de défense seulement en décembre 1917 par les Français, mais c'est déjà réalité bien avant. Et est-ce qu'on a des moyens mécaniques également pour creuser? Alors, il y a des moyens mécaniques, mais pas sur les premières lignes. Bien entendu, c'est bien trop risqué. Il y a des pelleteuses spécialisées sur les arrière-fronts qui vont creuser effectivement facilement, qui vont excaver facilement des tranchées, mais sur les premières lignes, au contact avec l'ennemi, tout cela se fait à la main. Et il faut penser que l'essentiel du creusement se fait de nuit, parce que
la nuit, c'est le moment le plus propice à creuser ces tranchées, dans la mesure où la journée, les soldats défendent les tranchées. Et la nuit, on fait remonter de l'arrière-front des soldats, des fantassins par exemple, pour les faire creuser des tranchées sur les premières lignes. Et puis on envoie aussi des sapeurs du génie, dont c'est aussi la tâche de creuser. Alors quel est donc une fois ce système de tranchées installé donc dès les premières semaines de 14, absolument, ouais. Quelle est la conséquence sur le conflit? Alors la conséquence est immédiate et elle est, si je puis dire, colossale. Puisque, comme je l'ai suggéré, il n'y a plus la moindre possibilité de mouvement autre que le mouvement frontal. C'est-à-dire qu'il n'est plus question de tourner l'adversaire. C'est ce que l'on a essayé, c'est ce que les Allemands essayent avec le plan Schlieffen d'août 14. Ça a failli réussir, mais ça n'a pas réussi. C'est ensuite ce que les Alliés essaient de faire dans la course à la mer. Hein. Et puis, une fois que le front est verrouillé, que peut-on faire ? Que peut-on faire puisqu'on ne peut pas surprendre l'ennemi? Et là encore, il faut se référer à la sphère technique de l'époque, parce que, souvenons-nous qu'en 1914, début de guerre, la verticalité du combat n'existe quasiment pas. C'est-à-dire l'aviation a un rôle seulement d'observation. C'est seulement à partir de 1915 qu'on voit des unités spécialisées dans la chasse, dans le bombardement, etc. Et c'est seulement en 1918 que l'aviation acquiert un rôle d'appui au sol qui va être fondamental à la fin de la Grande Guerre, mais aussi, bien entendu, dans la Deuxième Guerre. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'aviation, en étant à ses balbutiements, si vous voulez, en 1914, elle ne peut pas s'opposer au creusement de ces tranchées. Donc, pas de verticalité, plus la moindre possibilité de tourner l'adversaire. Que reste-t-il aux stratèges de part et d'autre? L'assaut frontal. Il n'y a que ça qui peut jouer. Et l'assaut frontal, ça veut dire quoi? Ça veut dire le développement d'une artillerie de plus en plus lourde. Parce que seule une artillerie de plus en plus lourde est capable de venir à bout, non seulement des tranchées de l'ennemi, mais surtout des barbelés de l'adversaire. Puisque lorsque vous faites monter une troupe à l'assaut, dans le no man's land, la partie n'est déjà pas facile, puisque le no man's land est perturbé par un grand nombre de trous d'obus, etc., qui peuvent servir aussi à se dissimuler, d'accord? Mais lorsque vous tombez sur les tranchées de l'adversaire, eh bien, il y a 40, 50, 100 mètres de barbelés à traverser. Et comment faisaient-ils pour traverser leur propre barbelé? Alors, pour traverser leur propre barbelé, à la veille d'un assaut, ou quelques heures avant un assaut, le génie ouvre des voies dans le réseau de barbelés amis. Hein, mais c'est terrible aussi parce que ça forme des goulets, si vous voulez, et bien entendu, ça concentre les hommes et ça peut aussi concentrer les pertes, bien entendu. Mais comment venir à bout du réseau de barbelés ennemis? L'artillerie. L'artillerie, sachant qu'il y a des essais de fait à la 4e armée, donc à l'armée de Champagne en 1915, qui montrent que pour ouvrir une dizaine de mètres de barbelés, il faut au moins une centaine d'obus de 75. Donc vous allez avoir une montée en puissance de l'artillerie qui sert d'abord et avant tout à ouvrir le réseau de barbelés ennemis. Et puis bien entendu à s'en prendre aux tranchées de l'adversaire, mais pas seulement les premières lignes, les deuxièmes, les troisièmes. C'est-à-dire on a une artillerie de plus en plus à longue portée qui se développe dans la Grande Guerre. Et puis on a aussi, tactiquement, des armes qui n'existaient pas, ou qui avaient existé au XIXe siècle et qu'on redécouvre, qui sont les Minenwerfer côté allemand, qui sont les crapouillots côté français, à savoir des armes à tir courbe qui permettent de prendre à partie la tranchée ennemie. Ce que ne peut pas faire le canon de 75, qui est une excellente arme, mais qui a un tir très tendu. Donc, effectivement, ça change radicalement le visage de la guerre. On n'avait jamais connu, figé complètement. Sur autant de kilomètres, un tel verrouillage, si je puis dire, du front. Alors, les Allemands également creusent, et on a souvent glosé d'ailleurs sur les tranchées allemandes qui étaient soi-disant mieux équipées que les françaises, mieux faites. Qu'en est-il réellement? Est-ce qu'il y a vraiment des grosses différences entre les deux tranchées? Je sais qu'au musée de Meaux, on présente deux tranchées, une tranchée allemande et une tranchée française. Alors, il y a des différences, mais qui ne sont pas forcément là où on le croit, qui ne sont pas dans les stéréotypes, je dirais, sur
les Français pas très organisés et les Allemands hyper organisés. Là, pour le coup, on est dans l'image d'Épinal. En revanche, ce qui est exact, c'est que les deux armées ont une conception différente du front occidental. Les Allemands ont décidé, fin 14, qu'ils n'attaqueraient pas sur le front occidental. Ils vont le faire en février 1916 à Verdun, mais ailleurs, partout ailleurs, et jusqu'à mars 1918, ils n'attaquent pas. Ils sont en position défensive. Donc, ils vont s'installer, et ils vont s'installer pour longtemps. Donc, ils vont creuser davantage. Au nom aussi du vieux dicton militaire, la sueur épargne le sang. C'est-à-dire que protéger ses soldats, c'est effectivement les épargner en termes de vie humaine. Et alors, c'est vrai, du coup, que s'installant en défensive, c'est variable selon les terrains, selon la difficulté pour creuser, etc. Mais on a effectivement dans la Somme, notamment, des ouvrages bétonnés assez profonds, qui peuvent comprendre 2 étages, par exemple, les fameux Stollen, qui peuvent abriter jusqu'à une compagnie complète. On va trouver ça aussi sur le chemin des Dames, des ouvrages bétonnés, et ça fera le malheur des Français en avril 1917, puisque malgré le bombardement français qui précède l'assaut du 16 avril, eh bien, les Allemands sont protégés dans des abris souterrains et ressortent à l'air libre quand les troupes françaises montent à l'assaut. On va trouver ça aussi sur les monts de Champagne à la même époque, en avril 1917. Mais les Français, eux, ont une conception un peu différente, puisque n'oublions pas que vous avez 10 départements français qui sont occupés. Donc une grande partie du sol national est occupée. Et donc politiquement, aussi bien que militairement, on ne peut pas s'enterrer. On ne peut pas s'enterrer, puisqu'il s'agit de reconquérir le plus rapidement possible le sol français. C'est tout le sens des offensives de 1915 lancées par Joffre, qui va appeler ça les grignotages, des grignotages d'ailleurs très coûteux en vie humaine pour rectifier quelques centaines de mètres de front souvent. Et puis il y aura des tentatives de percer, les grandes percées d'Artois de février-mars 1915 et de Champagne, de mars aussi 1915, puis surtout les grandes offensives d'Artois et de Champagne à chaque fois, de septembre 1915. On sait aujourd'hui que, contrairement à la légende disant que c'est le 22 août 1914 qui a été la journée la plus meurtrière de toute l'histoire de l'armée française, on sait par le site Mémoire des Hommes aujourd'hui que c'est le 25 septembre 1915. Parce que là, on lance les fantassins français à l'assaut. Les premières lignes allemandes ont été effectivement prises à partie par une artillerie lourde qui a bombardé pendant 8 jours. Donc vous voyez, l'effet de surprise n'existe plus. Et les Français s'emparent effectivement de la première ligne, se disent qu'ils ont percé. Des communiqués de victoire remontent même jusqu'à Chantilly, jusqu'au grand quartier général. Et puis bien entendu, les brèches de la percée sont refermées rapidement par les Allemands et personne n'arrive à percer. Mais donc, c'est aussi pour ça que les Français sont plus réticents à creuser des tranchées profondes, bétonnées. Il y en aura, mais parce qu'il s'agit de ne pas oublier cet objectif politique qui consiste à reconquérir le plus vite possible les portions du territoire perdu. Alors justement, sur ces tranchées, c'est également tout un peuple qui les habite. Il y a un aspect social dans la tranchée. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des petites villes, des petits villages? Alors ce sont des villages précaires temporaires. Oui. Même les 2 ou 3e lignes? Oui, parce qu'il faut différencier encore cette 2e ou 3e ligne de ce que j'appelle l'arrière-front. Qui fait partie du système tranché? Non, c'est la fin du système tranché. C'est-à-dire l'arrière-front, ce sont les villages dits de repos. Où les unités redescendent selon un rythme à peu près de 6 à 8 jours en première ligne, puis 6 à 8 jours en 2e ou 3e ligne, puis 6 à 8 jours... On reste pas plus longtemps que ça Non, sauf cas de force majeure dans ce que j'ai appelé les hyper-batailles à Verdun ou dans la Somme, où là on peut rester 15 jours, 3 semaines. Mais habituellement c'est une rotation de cet ordre-là, c'est pas une précision mathématique, mais c'est de cet ordre-là à peu près quand même. Et si vous voulez, ce sont des villes, on peut considérer ça comme des villes en plein air.
des géographes de l'université de Reims, Alain Devos notamment, a fait une estimation sur le nombre de kilomètres linéaires de tranchées qu'il pouvait y avoir sur le front de Champagne. Sur les premières lignes, il arrive au chiffre absolument ahurissant de 13 kilomètres de tranchées au kilomètre carré. Voilà. Donc vous voyez pourquoi je parle de système tranché, c'est un système d'une complexité incroyable. Si j'extrapole un petit peu les calculs de Vos sur l'ensemble du front occidental, ça voudrait dire qu'on est à pratiquement 90 000 kilomètres de tranchées. Ça donne une idée. Alors qui y vit? Des unités de fantassins, bien entendu. C'est le bifin, le fantassin qui souffre le plus dans les tranchées, qui va souffrir des combats. Mais les combats, moi j'ai fait des estimations qui valent ce qu'elles valent, mais le combat c'est à peu près un tiers du temps, si vous les passez à défendre ou à attaquer. Le reste, les 2 tiers du temps, c'est de la surveillance. Les tranchées sont d'abord un lieu où l'on surveille les mouvements de l'adversaire, où l'on va aussi lancer des coups de main. Parce que dans le système technique de l'époque, il n'y a pas de satellite, il n'y a pas de drone. Et donc, la seule manière d'obtenir des renseignements opérationnels, c'est d'aller faire des prisonniers. Ouais. Et donc, on va lancer des patrouilles de nuit, la plupart du temps, dont la mission est d'aller chercher des prisonniers. Donc ça, c'est le rôle des bifins, des fantassins, qui sont dans les premières lignes des tranchées. En 2e ligne et 3e ligne, vous avez les unités destinées à monter en renfort, le cas échéant, si besoin est en cas d'attaque. Mais vous avez aussi, la tranchée, c'est un univers très spécialisé en fait, puisque vous avez des emplacements de mitrailleuses, choisis à dessein en fonction du front, souvent bien entendu conjointement, puisqu'il s'agit de croiser le plus possible les tirs. Donc des emplacements de mitrailleuses, des emplacements d'artillerie de tranchées, des crapouillots. Là, ce sont des artilleurs, mais c'est une arme qui n'existait pas avant la Grande Guerre, que l'on va créer pour la Grande Guerre, qui partagent le sort des fantassins, mais qui sont artilleurs. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les unités d'artillerie de tranchée vont disparaître dès la fin de la guerre venue. Et il y a aussi, bien entendu, ce qu'on appelle des places d'armes, qui sont un peu plus vastes et qui permettent de rassembler des effectifs de l'ordre d'une section. Il y a tout un système de postes de commandement, alors surtout des officiers subalternes, puisque dans les premières lignes, on trouve des lieutenants, des capitaines, éventuellement des commandants, mais les colonels sont donc à la tête d'un régiment, sont surtout sur les 2e ou 3e lignes, parce qu'ils ont à embrasser un terrain qui est vaste. Vous avez aussi des postes de secours. Et là, ces postes de secours sont intéressants à suivre également, parce que la doctrine sanitaire française a radicalement évolué durant la Grande Guerre, à cause ou grâce au système tranché. C'est-à-dire qu'au début de la guerre, la doctrine sanitaire consiste à ne pas traiter les blessés sur place, mais à les évacuer le plus rapidement possible sur des hôpitaux de transfert situés à l'arrière. C'est ainsi qu'en août et septembre 1914, vous avez des trains entiers qui redescendent du front pour la région parisienne, mais qui vont mettre 2 jours parfois à gagner la région parisienne, et c'est la catastrophe sanitaire. Parce que la gangrène gazeuse s'y met, ces soldats non soignés avec des plaies non nettoyées meurent en masse, et il va falloir un an et demi pour que la doctrine sanitaire française change, à l'image d'ailleurs de ce que les Allemands ont fait. On copie en fait une partie du système sanitaire allemand. Et au contraire, on va créer à partir de 1916 une médecine de l'avant, des hôpitaux de campagne, une médecine d'urgence, où les postes de secours, qu'on va d'ailleurs appeler des nids à blessés, sont dirigés par un médecin aide-major, donc du grade de sous-lieutenant, qui pratique une médecine effectivement d'urgence, qui dégage les plaies, qui part au plus pressé, qui opère le tri
entre ceux qui sont destinés malheureusement à mourir rapidement et ceux qui peuvent être évacués, ceux qui peuvent être évacués à pied, ceux qui peuvent être évacués en ambulance, etc. Et donc il y a aussi tout un système dans les tranchées de brancardiers, régimentaires, divisionnaires, etc., de différents niveaux, dont la tâche est d'aller chercher les blessés sur le champ de bataille. Donc vous voyez une organisation très, très complexe. Et plus je vais sur les arrières, plus je vais avoir des unités spécialisées, les boucheries, les boulangeries, etc., régimentaires. Alors, est-ce qu'en première ligne, également, on dort en première ligne, il y a des abris creusés avec des lits, ou on dort même... Non, en première ligne, il n'y a pas souvent de lits, ce sont des excavations, souvent dans le parapet de la tranchée. Il existe effectivement des abris de première ligne plus sophistiqués, et là on peut reprendre effectivement ce qui se passe dans certains cas allemands, où on peut avoir des cagnards. Alors c'est intéressant ce terme de cagnard, puisque c'est un terme qui est venu d'Indochine, en fait, qui a été ramené par les troupes coloniales, et des cagnards, alors plus ou moins élaborés. Le capitaine Delver, qui est un des héros de la défense de Verdun, décrit très bien sa cagnard. C'est un trou plus ou moins aménagé avec des lits en bois, mais vraiment très très sommaires et toujours humides et toujours parcourus par les rats, etc. Alors justement, dans la vie des tranchées, je voudrais tordre le cou à quelques mythes, notamment sur les mutineries. Donc on sait qu'elles ont existé, on ne va pas les sous-évaluer. En revanche, ce qui est peut-être totalement surévalué, c'est la répression. Alors, surévalué, non. Parce que la répression... l'effet répression a été sans aucun doute surévalué. D'abord les mutineries. De quoi s'agit-il ? C'est un mouvement assez complexe, mais c'est un mouvement qui est incontestablement lié à l'échec de l'offensive du chemin des Dames et des Monts de Champagne d'avril 17. Il faut dire que cette offensive a été présentée notamment au Parlement, auprès des députés et des sénateurs français, a été présentée comme la dernière offensive, celle qui allait permettre de remporter la victoire. Et ce que l'on constate, c'est que le moral des combattants français à la veille de l'offensive est excellent. Ils estiment que la préparation de l'offensive a été bien menée, pas toujours effectivement le cas, mais le moral est très élevé. Ils estiment en gros que c'est le dernier grand coup de collier à donner. Nivelle leur a promis qu'il percerait quand il voudrait, où il voudrait. Nivelle leur a promis que le soir du 16 avril, il serait à Laon, c'est-à-dire 20 km à vol d'oiseau du chemin des Dames et de Crâne. Ça paraît complètement irréaliste, mais en tout cas, le moral est excellent. Mais alors, bien entendu, dès que l'échec est patent, et l'échec est patent dès le soir du 16 avril, les avancées sont médiocres, et je rappelle que Nivelle s'était engagé à ne pas poursuivre au-delà de 48 heures sa tentative d'offensive, alors qu'il va poursuivre pratiquement 3 semaines. Et donc l'échec est énorme, à la mesure des espoirs qui avaient été mis dans cette offensive. Il y a d'autres facteurs qui jouent, des facteurs notamment d'effondrement du système de santé. Nivelle avait prévu un observatoire à Roussy, le petit village de Roussy qui est sur la crête suivant le chemin des Dames, et il y avait des parlementaires qui étaient là. Parce que on était au spectacle, il fallait voir les armées françaises l'emporter en gros. Sauf que ces parlementaires ont vu surtout des blessés en désordre redescendre du chemin des Dames. Ça a été un coup terrible pour le moral aussi. Il y a d'autres rumeurs aussi qui courent, notamment une rumeur complètement fantasmagorique d'ailleurs qui dit que les tirailleurs anamites sont en train de violer massivement les femmes à Paris ou des choses comme ça. Donc vous avez des facteurs délitants, incontestablement. Et ce mouvement est un mouvement d'ampleur. Moi, je préfère parler de refus d'attaquer plutôt que de mutinerie réellement. Ce refus d'attaquer a concerné plusieurs dizaines de milliers de soldats, de combattants.
il est intéressant de noter que parmi les troupes coloniales, il n'y a pratiquement pas eu de mutinerie. Mais même des unités d'élite comme les chasseurs à pied sont touchés. Donc 30, 35 000, 40 000, un peu plus mutins, entre guillemets, le mouvement est réellement de grande ampleur. Maintenant, la répression, il faut distinguer la répression, je dirais, affichée, officielle, et puis la répression réelle. Il y a plus de 3500 condamnés à mort. Il s'agit effectivement de montrer, notamment de la part de Philippe Pétain, qui vient de prendre le commandement, de montrer que l'ordre est rétabli. Mais sur ces 3500 condamnés à mort, 51 seulement sont exécutés réellement, dont un qui réussit à s'enfuir en Espagne. Donc, si vous voulez, il ne s'agit pas d'être cynique, mais de ramener ces chiffres à leur juste proportion. 51 fusillés, sachant que l'armée française compte chaque jour de guerre 900 morts. Chaque jour de guerre, 900 morts. Et j'ai fait les calculs, moi, un peu cyniques, de l'année 1914. Sur certaines périodes de l'année 1914, on est à 2000 morts par jour. Donc voilà, je ne dis pas que la répression n'a pas existé, je dis qu'elle a été, somme toute, assez très mesurée, modérée. Et que d'autre part, elle était acceptée par les poilus. Parce qu'ils savent qu'ils ont pris des risques et qu'il y a un prix à payer. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne veut plus voir aujourd'hui. Mais qui a été très souvent exprimé par les mutins eux-mêmes. Qui expliquent souvent leur comportement comme étant dû à des surconsommations alcooliques. Alors, autre stéréotype, déjà, vous allez d'abord nous dire, les tranchées étaient distantes de combien? Parce que je voudrais en revenir aux fraternisations. Elles pouvaient être distantes de combien, suivant les terrains? C'est très, très variable selon la nature du terrain. Si vous êtes dans les plaines de la Somme, d'Artois, ou sur les plaines champenoises, vous avez un no man's land qui est de 5, 6, 800 mètres, qui sépare les deux systèmes défensifs de campagne. Le 17 avril 1917, sur les pentes des monts de Champagne, c'est à peu près cette distance que les Français ont à parcourir pour commencer à monter à l'assaut des lignes allemandes. Mais plus vous êtes en terrain difficile, notamment en terrain forestier ou en terrain montagnard, là, plus les distances se raccourcissent. Et dans les Vosges, sur l'Artan de Wiederkop par exemple, ou à Vauquois, en Argonne, les tranchées sont distantes de 15-20 mètres. D'accord, c'est une largeur de rue... Oui, à peine. Oui. Ou en tout cas, c'est à jet de grenade. Ouais. Et dans les deux cas de figure, que ce soit dans les Vosges ou que ce soit à Vauquois, c'est une situation horriblement anxiogène. Parce que chaque camp sait qu'il peut être attaqué à tout moment, vu les faibles distances qui séparent, si vous voulez, les deux adversaires. Donc, parfois, il y a un système qu'un collègue anglais a appelé le let live system, c'est-à-dire on essaie de se ménager un petit peu parce qu'on ne va pas se lancer des grenades sur la figure tous les jours. Voilà. Alors c'est un système qui n'a pas, une pratique qui n'a pas d'archives bien évidemment, mais qui dans les zones forestières ou dans les zones d'altitude a incontestablement joué. Mais on n'est pas non plus dans les fraternisations telles qu'elles peuvent être montrées dans un film, je pense à Joyeux Noël par exemple. Oui. Non, alors ce qu'avait fait Christian Carion, c'est on connaît une trentaine de cas de fraternisation, essentiellement dans le camp britannique, mais aussi quelques cas français, et sur plusieurs zones de front, mais majoritairement en Artois. Dans le camp britannique, parce que l'inimité est moins grande entre les... Non, je crois que ce qui joue, c'est la déception du temps passé. Je m'explique. Dans les deux camps, en fait, les hommes sont partis à la guerre en étant persuadés qu'il fallait en mettre un coup de collier, que ce serait douloureux, que ce serait meurtrier, mais que cette guerre
vu la technologie très meurtrière des armes modernisées à la fin du 19e siècle, on pensait être rentré chez soi pour Noël. Voilà, le plan Schlieffen allemand prévoit une victoire en 60 jours. Le plan français, plan 17, qui est davantage un plan de concentration d'ailleurs qu'un plan d'attaque, prévoit aussi que la guerre sera finie à Noël. Donc, si vous voulez, c'est du fait d'une déception que vont surgir ces fraternisations, ces exemples de fraternisation. Parce que, on s'aperçoit qu'à Noël, la guerre est toujours là, et qu'on est toujours dans les tranchées. Donc, plutôt que de fraternisation, je préférerais parler de quelques gestes pacifiques. Il faut quand même se souvenir qu'on est en 1914, puisque l'essentiel, la quasi-totalité de ces scènes ont lieu en décembre 14. Elles ne se reproduisent pas en décembre 15, par exemple. C'est intéressant. La plupart de ces scènes se déroulent effectivement dans un climat où on ne parle pas très couramment anglais chez les Allemands, français chez les Allemands ou allemand chez les Français, chez les Britanniques. Donc, si vous voulez, il y a un obstacle évident, qui est celui de la langue. Donc, il doit y avoir des espèces de petits rituels, alors qui vont souvent passer par le chant. Le chant liturgique, le chant de Noël. Un chant de Noël s'élève des tranchées allemandes, il est repris par les Français, etc. On chante ensemble. On va parfois jusqu'à sortir de la tranchée, effectivement, à se rencontrer. Effectivement, il y a eu des rencontres. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on échange des petits gestes. Des cigarettes. On échange une cigarette, on échange un peu de nourriture éventuellement, etc. Et puis on rentre dans sa tranchée. Et effectivement, les commandements, qu'ils soient allemands, français ou britanniques, veillent au grain aussi pour démanteler le plus possible ces fraternisations, qui sont plus, à mon sens, des petites trêves que réellement des fraternisations. Nous allons terminer l'émission, avec la fin des tranchées, la fin du système tranché, c'est-à-dire qu'il est totalement bouleversé à la fin, je vous demandais d'être assez rapide, il est totalement bouleversé à la fin de la guerre, dans les derniers mois. Alors, il y a déjà une étape qui est la bataille de Verdun, c'est-à-dire que la bataille de Verdun, les tranchées n'existent plus. C'est-à-dire que la puissance de feu est telle qu'on organise des tranchées comme on peut à partir des trous d'obus. Et puis, effectivement, à partir de mars 1918, lorsque les Allemands vont lancer leurs 5 offensives successives jusqu'au 15 juillet 1918, là, on revient dans une guerre de mouvement. Donc, on revient dans des tranchées plus légères, un petit peu comme elles l'étaient en 1914. Mais avec, cette fois, une possibilité de déplacement, de contournement, de tourner l'adversaire, et avec, effectivement, une révolution qui est aussi la révolution de l'aviation. Et des chars qui arrivent également. Et des chars qui arrivent, bien entendu, dont la fonction première a été de franchir les tranchées. Bien, François Cochet, merci infiniment. Je rappelle aux téléspectateurs qu'ils peuvent toujours aller à Meaux, au musée de la Grande Guerre, qui est vraiment un musée formidable, avec une très belle collection permanente et des expositions temporaires tout aussi passionnantes. Merci beaucoup. Merci. Avant de nous quitter, un conseil de lecture, une bande dessinée aujourd'hui, le dernier tome de la série Murena. Dans cette célèbre série de bandes dessinées, le scénariste Jean Dufaux parvient à la perfection à mêler faits historiques et aventures imaginaires. Sa vision de Rome sous Néron est particulièrement crédible. Dans le tome 12, il imagine que cet empereur découvre qu'il a une sœur, fruit des amours d'Agrippine et du philosophe Sénèque. Ce n'est pas invraisemblable, puisque Sénèque fut exilé en 41 avec Agrippine en raison d'une prétendue liaison. Néron va profiter de la conjuration de Pison pour éliminer tous ses opposants, y compris Sénèque. Depuis le décès de Philippe de Labille en 2014, c'est Théo Kaneski, jusqu'ici connu pour la série médiévale Le Trône d'Argile, qui reprend le dessin et son trait précis et magnifique. C'est une bande dessinée, Murena, qui est parue chez Dargaud. Et enfin, une information que nous communique l'ami Reynald Secher. Le 11 mai 2024, au prieuré Saint-Pierre-Esselien, à la chapelle Basse-Mer, c'est à 10 minutes de Nantes, un hommage sera rendu aux victimes des colonnes infernales dont on commémore le 230e anniversaire de leur retrait du territoire de la Vendée le 13 mai 1794, ainsi que le rappel de Turreau, général en chef de l'armée de l'Ouest. À cette occasion, nous organisons une journée avec messe, concerts
inauguration de 8 bustes en marbre des généraux vendéens, une conférence par Jacques Villemain, juriste spécialisé en crimes de guerre et en droit pénal international, un dîner et pour clôturer la journée, un feu d'artifice. C'est également l'occasion de rappeler la parution du dernier livre fraîchement réédité de Reynald Sécher, Guerre de Vendée et génocide à la chapelle Basse-Mère. C'était Passé Présent, l'émission historique de TVL, réalisée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. Et vous allez maintenant retrouver Christopher Lannes et la petite histoire. Mais avant, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci et à bientôt. Soyez les bienvenus dans cette modeste vidéo consacrée à l'histoire de la politesse. L'humble serviteur que je suis espère que vous passerez un agréable moment à m'écouter vous conter l'histoire de la politesse des temps jadis jusqu'à nos jours. Mes sentiments les meilleurs. Qu'est-ce que la politesse? Eh bien, si on s'intéresse au mot étymologiquement, on retrouve la polis, la cité en grec, et le verbe polir. Il s'agirait donc de polir les rapports sociaux, d'arrondir les angles, afin d'éviter les conflits et de bien vivre en société. Se plier aux usages de la communauté en partant de l'idée qu'il faille se gêner pour autrui, on rend ainsi la coexistence plus douce et plus agréable. C'est ce que nous explique entre autres Anne Bernet dans le numéro 80 de la Nouvelle Revue d'Histoire dans son article consacré au bon usage de la politesse. Mais tout comme l'histoire en général, l'histoire de la politesse a été marquée par des périodes tumultueuses et de nombreuses ruptures. Sous l'Ancien Régime, la politesse repose avant tout sur l'idée d'une société hiérarchisée. On doit du respect à ceux qui nous sont supérieurs et de la considération et de la bienveillance à ceux qui nous sont inférieurs. Dans cette société d'ordre où tout le monde est à sa place, eh bien tout fonctionne de manière parfaitement huilée. Les enfants se doivent de respecter leurs parents, les laïcs, les prêtres, les domestiques, leurs maîtres et les élèves, leurs enseignants. Mais attention, être supérieur hiérarchiquement ne signifie pas pour autant avoir le droit au mépris envers ses subordonnés. À ceux qui leur sont soumis, les personnages d'un rang supérieur doivent bienveillance et protection. D'ailleurs, dans l'éducation des princes, le respect fait figure de valeur primordiale. Force est de constater qu'on a affaire ici à une société hiérarchisée, en ordre et donc pas du tout égalitaire. Tu la vois venir la première rupture ? Pour compenser cette organisation stricte de la pyramide sociale, il existe évidemment d'autres formes de considération. Par exemple, toute créature, qu'il s'agisse du roi ou du simple paysan, est soumise au créateur. D'ailleurs, c'est pourquoi lors des naissances d'enfants royaux, ces derniers sont inscrits au registre de baptême paroissiaux ordinaires, comme tout le monde. Aussi, la courtoisie envers les femmes fait figure de règle universelle qui transcende la hiérarchie. Ainsi, dans les couloirs de Versailles, Louis XIV, le roi Soleil, cède le pas et tire son chapeau à la moindre domestique qu'il croise. Dernier moyen de passer outre l'ordre établi, le mérite personnel. Quelle que soit votre condition originelle, le travail et la reconnaissance sont à même de vous offrir des perspectives et des considérations que vous n'auriez jamais pu avoir autrement. Une anecdote raconte justement comment la reine Marie-Antoinette se serait précipitée pour ramasser les pinceaux de l'artiste Élisabeth Vigée-Lebrun, qui était enceinte mais qui était pourtant issue de la petite bourgeoisie. C'est son talent qui lui a amené une telle considération et qui l'aura fait entrer dans tous les salons de l'aristocratie. Alors la première rupture à cet ordre établi de la hiérarchie et de la politesse entre les couches de la société intervient évidemment lors de la Révolution française. Déjà lors de la période pré-révolutionnaire, on commence à s'interroger sur la sincérité de la politesse alors en vigueur. Elle serait hypocrite et dissimulerait en réalité l'insensibilité de ceux qui la pratiquent, les nobles. Il faut dire qu'à cette période, la politesse était pour l'aristocratie plus une manière de se distinguer qu'une réelle considération sociale. Et alors que les idées des Lumières commencent à se répandre dans la société, on commence à trouver de plus en plus insupportable cette manière qu'ont les nobles de se hisser au-dessus des autres. D'autant plus lorsque cette politesse a tendance à virer au snobisme et qu'elle cache parfois des mœurs privées plus que douteuses. Au-delà de toutes ces considérations, à la Révolution, le principal moteur de l'antipolitesse, c'est l'idée que tous les individus sont égaux. Il n'est donc plus question d'une quelconque hiérarchie, d'un quelconque respect envers une quelconque classe, et d'ailleurs il n'est plus question de respect du tout, à commencer par le respect de soi-même, vous allez voir de quoi je parle. Pendant la période révolutionnaire, et particulièrement pendant la Terreur,
Il est en effet de bon ton de paraître le plus vulgaire possible et même le plus sale possible. La tendance étant à l'égalitarisme absolu et au nivellement par le bas, personne n'ose montrer ses bonnes manières de peur d'être pris pour un noble. Pour être un bon républicain, il faut être vulgaire et crasseux. Pour être un bon républicain, il faut être vulgaire et crasseux. Non, je le répète parce que c'est important et puis ça fait du bien. Comme sous le communisme, les appellations monsieur et madame sont strictement bannies, remplacées par le terme citoyen et citoyenne, un peu l'équivalent du camarade sous le régime communiste, et comme sous Mussolini, le vouvoiement est interdit. Pire, l'individualisme triomphant conduit non plus à la considération pour le prochain, mais au mépris du prochain qui devient un obstacle, un concurrent ou même une proie. L'autorité des parents sur leurs enfants est remise en question, l'autorité des maîtres sur leurs élèves est remise en question également, enfin bref, c'est le bordel. Le bordel! Il convient donc à tous, sous les contraintes des temps, de se plier à la médiocrité et de désapprendre toute forme de politesse. Vous voulez savoir à quoi mène l'idéologie des Lumières? À ça. L'égalité dans la crasse. Formidable, non? Enfin, on voit jusqu'où ça nous a amené cette histoire. Enfin bon. Il faudra attendre la proclamation de l'Empire, et oui, pour que soient rétablies autoritairement les bonnes manières. En gros, Napoléon leur dit « Bon, vous êtes gentils les pouilleux avec vos conneries, mais moi j'ai une cour impériale à légitimer et une Europe à dominer, alors on se calme. Et on se lave. » Tout le 19e siècle, on va tâcher de réparer cette déchirure révolutionnaire qui pourtant ne sera jamais refermée. Talleyrand n'aura d'ailleurs de cesse de regretter cette douceur de vivre des temps anciens, où de bas en haut de l'échelle sociale, la France était un modèle de politesse et de savoir-vivre dans toute l'Europe. Au XVIIe siècle, les Français sont considérés comme le peuple le plus poli d'Europe, et le XVIIIe siècle fait figure de grand siècle de la politesse française. Donc au XIXe siècle, il faut tout réinventer. À la politesse d'Ancien Régime, qui était une politesse globale où chaque couche de la société avait son savoir-vivre propre, on va substituer une politesse bourgeoise très codifiée qui ne concerne que l'élite de la société. La Révolution française va laisser des traces très profondes dans la mesure où la politesse ancienne, entre guillemets, la politesse d'Ancien Régime, qui est une politesse assez souple, on va dire, assez aristocratique, une politesse qui s'apprend au sein de la famille, si vous voulez, elle va faire place à une politesse bourgeoise. C'est-à-dire que, effectivement, sous l'Ancien Régime, il y a une politesse paysanne, si vous voulez, il y a une politesse des artisans. Mais le paysan et l'artisan ne se targuent pas, effectivement, de se comporter comme Dorante ou comme les marquis du bourgeois gentilhomme, si vous voulez. Chacun sa politesse, en quelque sorte. La politesse bourgeoise, c'est une politesse qui, finalement, est une politesse unifiée, uniformisée. Tout le monde la même en quelque sorte. Le peuple qui avait autrefois ses bonnes manières, à l'image des bonnes manières paysannes, n'est plus qu'une classe laborieuse à laquelle la bourgeoisie évite de trop se mêler. À partir de la Restauration vont fleurir les manuels de savoir-vivre où l'on apprend à disposer ses couteaux à poisson, à saluer avec son chapeau ou encore à déposer sa carte de visite. Le savoir-vivre, totalement disparu en 1789, doit être réinventé et de nouveaux usages apparaissent. Par exemple, le baise-main. Le baise-main, par exemple, est quelque chose de tout à fait incroyable en un sens, qui est une pure invention assez tardive d'ailleurs, puisqu'il ne remonte pas avant la fin du XIXe siècle. Il est inventé de toutes pièces et en l'espace de quelques années ou de quelques décennies, on va inventer toute une série de règles, de rituels extrêmement précis, expliquant qu'on fait le baise-main à une femme mariée mais pas à une jeune fille, sauf éventuellement dans certains endroits, qui peut faire le baise-main, comment on le fait, comment on doit être habillé pour le faire, est-ce qu'on le fait à la sortie d'une église ou pas. Bref, il y a une espèce de ritualisation et de codification et de sophistication absolument incroyable, effectivement, de quelque chose qui est en fait tout simple, puisqu'il s'agit juste de saluer quelqu'un. Le salut, il répond à des règles, à des critères extrêmement précis, qui salue le premier, qui salue ensuite, qui on doit saluer, comment on doit saluer une dame dans tel endroit ou dans tel autre. Honoré de Balzac ira même jusqu'à créer lui-même de nouveaux codes pour nouer sa cravate ou pour porter ses gants. La deuxième rupture, c'est 14-18. Dans la boue des tranchées, les différences de classe disparaissent et les souffrances communes resserrent les liens. Par ailleurs, de nombreuses familles bourgeoises ayant perdu beaucoup d'argent dans la guerre
l'écart se resserre. Au XIXe siècle, c'est une politesse de gens qui ont du temps devant eux, qui ont le temps d'aller rendre des visites lorsqu'ils ont été invités à dîner, qui ont le temps de répondre à des correspondances innombrables et incessantes. Ils ont le temps pour eux parce que, effectivement, beaucoup d'entre eux sont rentiers, les femmes ne travaillent pas, les femmes de la bourgeoisie ne travaillent pas. Donc voilà, c'est une possibilité. On est dans un monde de lenteur et cette slow life, elle permet beaucoup plus que la vie trépidante qui commence à partir de la fin de la Première Guerre mondiale, eh bien de se livrer à ces rites qui sont cette liturgie de la politesse qui est souvent très très chronophage en définitive. Enfin, la dernière rupture, elle est toute proche de nous, il s'agit de mai 68 où les formes de politesse qui avaient fait leur retour comme à chaque fois sont totalement ringardisées. Désormais, il est interdit d'interdire et donc d'être poli, puisque la politesse est avant tout une contrainte. À ce propos, il est amusant de constater qu'une des règles du savoir-vivre de l'époque qui consistait à penser qu'il fallait se gêner pour autrui est devenue un slogan en mai 68 totalement détourné qui consistait à dire « Ne vous gênez plus, gênez les autres ». Bravo! L'incivilité s'installe partout et on peut dire logiquement que le processus enclenché en 1789 se poursuit 2 siècles plus tard aux dépens de tout ce qui faisait l'élégance française. Brillant résultat. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout cet épisode et moi je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro sur TV Liberté. Mes respects.